Notre réflexion et nos travaux sur le bénévolat ont commencé en 2004 par notre questionnement, par un premier groupe de travail que nous avons demandé au CLERPA de nous aider à mener pour repérer un peu ce qui se passait. Et j'avoue qu'à l'époque, c'était vraiment peu de choses qui remontaient sur bénévolat et maladie d'Alzheimer. En 2008, nous avons recommencé ce repérage, mais la plus systématique auprès de tous les porteurs de projets pour voir dans quelles initiatives, dans quelles structures des bénévoles venaient à contribution ou apportaient leur intervention auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs. Et là, on a vu que vraiment, il y avait des choses, nous avons repéré des choses en France et à l'étranger, ce qui nous a donné de la matière pour commencer une recherche-action en collaboration qui a réuni des professionnels et des bénévoles que nous avons rencontrés à l'occasion d'un séminaire national. Et Claudette, c'est là que nous avons eu le plaisir de vous entendre à plusieurs reprises et de repenser à vous pour ce colloque. De faire des entretiens téléphoniques approfondis avec quatre personnes et d'aller sur des sites rencontrer tout aussi bien des professionnels et des bénévoles pour entendre leur point de vue commun ou parfois contradictoire. Et en 2010, nous avons lancé un appel à projet sur la question du bénévolat. Et donc, ça vient d'être évoqué, Toulouse fait partie la quinzaine des 14 projets qui ont été sélectionnés, soutenus, et que nous sommes en cours de suivi et puis d'accompagnement, de rencontres avec les équipes. Alors, de tous ces travaux démarrés en 2004, de nombreux enseignements riches de questions qui ont nourri une partie du guide repère que nous avons publié en fin d'année dernière. Et donc, pour cette question de la structuration du bénévolat qui paraît assez essentielle, nous avons choisi avec Marion d'évoquer avec vous les constats qui se dégagent, les points clés pour voir ensuite quels sont les éléments de structuration. Donc, premier constat, il en a été à nouveau question tout de suite avec Angélique Douminc et Marie-Jo vient de le rappeler. Depuis 2004 que nous avons commencé à travailler systématiquement sur cette question, nous avons pu observer une évolution, mais il reste vrai que très peu de bénévoles interviennent auprès de personnes âgées et encore moins auprès de celles qui sont atteintes de troubles cognitifs, pour diverses raisons dont nous avons donc beaucoup parlé ce matin, donc je n'y reviens pas. Or, nous avons également vu que les bénévoles ont un rôle important. Ils représentent la société civile. Pour les personnes qu'ils accompagnent, ils représentent un lien avec l'extérieur, des occasions d'être reconnus, des occasions d'écoute, de relation. Donc pour des personnes dont on sait à quel point le risque d'isolement est grand. Nous sommes donc confrontés à un double enjeu. Le premier, donc, c'est comment mieux structurer le bénévolat pour asseoir sa légitimité. On a bien vu que c'était une des questions importantes, et le rendre attractif et valorisant. Le deuxième enjeu, c'est la question de comment on peut favoriser la cohérence des actions des bénévoles et de celles des professionnels. Alors, concernant les questions clés qui, selon nous et selon surtout les professionnels et les bénévoles avec lesquels nous avons pu discuter, questions clés qui requièrent une attention particulière. La première, c'est la question de la nature et de la spécificité des missions confiées aux bénévoles. Donc on en a également parlé et on l'a vu tout au long de la journée, il y a différents types d'interventions possibles. Il faut donc se questionner sur quel type de mission on confie, quelles sont les responsabilités des bénévoles. Une autre question qui est apparue très fortement dans nos travaux, c'est la question de ce qu'on a appelé la spécialisation de l'accompagnement, c'est-à-dire un bénévole doit-il ou peut-il intervenir spécifiquement auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs et exclusivement auprès d'elles, ou alors au contraire garder une mission plus transversale et accompagner différents types de personnes. Par rapport aux qualités requises pour le bénévole qui intervient auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs, ressortaient de nos échanges les capacités d'empathie et d'écoute, l'humilité et la capacité ou le désir de questionner et de se questionner et de questionner le sens de son accompagnement, et la volonté et l'aptitude à travailler en équipe. Et là, on l'a bien vu, travailler en équipe, c'est travailler auprès des professionnels, mais aussi travailler dans une équipe de bénévoles. Il en a été question tout au long de la journée également. Autre point qui mérite et qui nécessite une attention particulière, celle des motivations.
On en a parlé aussi dans cette journée et dans nos travaux apparaissait vraiment l'importance de réfléchir aux motivations et qu'elles apparaissent clairement posées et réfléchies. La question également ressortait de la durée de l'engagement et de la question de la régularité de l'intervention du bénévole. Et il a été question ce matin, notamment à travers l'intervention de Judith Mollard, de la question de l'engagement des familles ou d'anciens aidants familiaux. Il est apparu également dans nos échanges avec les équipes la question de que dire de l'engagement de soignants ou d'anciens soignants qui interviendraient dans leur propre institution, dans celle dans laquelle ils ont travaillé de longues années parfois, ou dans d'autres institutions. Je laisse la question ouverte, mais en tout cas, elle a semblé très importante. Alors, le dernier point de questionnement, c'était le positionnement des bénévoles dans l'institution et le service. Alors d'abord, leur lien avec les professionnels, on l'a déjà évoqué aujourd'hui, mais c'est clair que ressortait de nos échanges que le bénévole n'est pas un substitut au travail, ni aux compétences du professionnel, ni un palliatif au manque de personnel. Et Christophe Rival a bien attiré notre attention ce matin sur les risques de ce qu'il a appelé le bénévolat de service. Le bénévole n'intervient pas au détriment d'une équipe qui n'est pas suffisante, qui n'est pas formée, qui n'est pas soutenue. Les valeurs ajoutées du bénévolat, c'est le temps, la disponibilité, la capacité d'écoute, l'autre regard que celui des soignants et de la famille qui peut parfois enfermer la personne dans un certain rôle. Et puis, on l'a dit, un apport de la vie extérieure de la cité et de nombreux exemples, notamment les chiens à Cologne, etc., ont montré comme c'est vraiment important. Pour ce qui est de la relation et du lien avec les familles, le bénévole a une légitimité à construire auprès de la famille, de la personne auprès de laquelle il intervient, une légitimité à construire dans la durée et la discrétion par rapport à l'histoire et aux relations familiales qui ne sont pas toujours très simples, comme chacun sait, et comment de voir et de s'interroger sur comment son intervention est perçue par les proches quand il y a des proches. Et on a vu de nos échanges se sont dégagés des points avec une grande ambivalence, du soulagement, il y a quelqu'un quand je ne suis pas là, de la gratitude, mais aussi de la culpabilité, de la rivalité, voire de l'hostilité vis-à-vis de ce bénévole auprès de qui la personne fait des tas de mamours, des bisous, et puis quand on arrive, la fille, on n'est pas très bien reçu, voire pas reconnu. Alors, auprès les liens du bénévole avec les personnes auprès desquelles il intervient, eh bien, les équipes nous ont parlé de deux possibilités. Certaines évoquent la problématique de l'attachement-détachement, accompagné dans la durée par un même bénévole pour faire repère, faire continuité, et on en a vu l'importance tout au long de la journée, ou bien un accompagnement d'une personne par plusieurs bénévoles pour éviter un attachement qui serait difficile pour le bénévole, avec la nécessité de prendre en compte les aspects émotionnels et affectifs pour aider les bénévoles à se préserver. Moi, j'ai beaucoup aimé ce matin, Claudette Roche, quand vous avez dit « il faut écouter ce cri ». Et Dieu sait si c'est une émotion, car il nous parle. Alors, si l'on en vient maintenant à la question de comment concrètement structurer et soutenir le bénévolat et les bénévoles. Nous avons structuré notre propos en plusieurs étapes, plusieurs leviers qui apparaissent essentiels. Le premier temps, c'est bien évidemment celui du recrutement. Alors, on l'a vu, Daniel Fontaine l'a rappelé avec des chiffres issus des enquêtes, et on en a parlé aussi. On voit que les pratiques sont très hétérogènes. Cela va de recrutement des moins encadrés à des pratiques très, très cadrées, très structurées, voire quasiment professionnalisées. En tout cas, donc, si les pratiques sont hétérogènes, il est apparu vraiment la nécessité de mieux les formaliser. Et ce, en s'appuyant sur les compétences, sur les savoir-faire et les envies des bénévoles, et aussi sur l'histoire et la culture de la structure ou de l'institution ou du service. Alors, pour vous donner quelques exemples, cela peut passer par des campagnes d'information ou de sensibilisation pour recruter de nouveaux bénévoles. Et là, encore une fois, elles peuvent prendre des formes très, très variées. Cela passe également par la formalisation de l'engagement entre le bénévole et l'institution, par exemple à travers des conventions ou des chartes du bénévolat, du bénévole. Et puis la question de l'inscription du rôle des bénévoles dans le projet d'établissement ou dans le projet associatif.
Ensuite, autre étape, autre temps, la question de l'organisation et de l'encadrement que le service va construire au long cours pour l'intervention des bénévoles. Alors on l'a vu, la complémentarité professionnelle-bénévole est incontournable, mais est à construire et ce n'est pas la moindre des choses faciles. Voilà. Il s'agit donc de travailler à l'articulation des rôles respectifs et à la connaissance d'abord des rôles respectifs pour qu'ensuite ils puissent bien s'articuler, ce qui implique donc de construire le cadre que l'on souhaite pour l'intervention des bénévoles en la plaçant par exemple sous la responsabilité des professionnels. En termes de réponses donc concrètes, nous avons pu voir que le regroupement des bénévoles en association pouvait favoriser la reconnaissance institutionnelle et leur intégration et aussi le sentiment d'appartenance à un collectif. Et là, on entend par association le fait qu'effectivement les bénévoles appartiennent à une association qui préexiste et qui est externe à la structure. On a parlé tout à l'heure des Petits Frères des Pauvres, on a eu le témoignage de Claudette Roche de l'ASP fondatrice. Et il y a également les associations internes à la structure et qui se constituent autour des bénévoles qui interviennent dans cette structure, donc associations propres à la structure ou au service. Et nous avons également pu mesurer à quel point un coordonnateur de bénévoles était un rôle important et nécessaire. Le dernier aspect concernant cette question de la structuration, et nos entretiens nous ont vraiment confirmé cette importance, c'est la nécessité de prendre soin des bénévoles avec 3 formes souvent combinées, d'autant plus que les personnes interviennent auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs. D'aucuns vont vers le tutorat d'un bénévole confirmé à l'égard d'un bénévole débutant ou aussi des temps d'essai. La formation, qu'elle soit initiale ou au long cours, en cours de mission, le soutien individuel, collectif, avec groupe de parole, d'analyse de la pratique, et puis d'autres formes plus informelles et plus conviviales nous ont été relatées autour de se prendre soin. Par exemple, à Tibindaise, en Bretagne, la responsable de l'accueil de jour nous disait que si au cours d'une journée un incident est survenu qui met en cause un bénévole, elle ne le laisse jamais repartir le soir. Donc quand l'accueil de jour est fermé, elle dit « je reparle avec le bénévole de ce qui s'est passé dans l'après-midi ». Il ne doit pas repartir avec cela sur le cœur. C'est la même association qui se soucie du bénévole lorsqu'il ne peut pas venir et qu'il indique qu'il est malade. On prend de ses nouvelles ou on fête ses anniversaires. Donc, et beaucoup d'associations ont ces moments de partage, de convivialité entre les bénévoles, les personnes accueillies, les professionnels et les familles. C'est aussi, on l'a évoqué ce matin avec Alain Villez, la participation à la vie associative par le bénévole ou à la vie du service. Et tout cela, toutes ces conditions de bonne structuration du bénévolat, requièrent des moyens humains et financiers. Alors, pour conclure, nous dirons que des voies diverses sont entreprises pour structurer le bénévolat, le rendre plus attractif et surtout le bénévolat auprès de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, le construire dans la durée et la légitimité, permettre aux bénévoles de se sentir mieux dans leur rôle, d'être reconnus avec un sentiment d'appartenance et de se sentir en confiance. Et ce sentiment d'appartenance, Will Slaughter nous l'a bien indiqué ce matin quand il a dit l'importance pour lui d'être partie prenante d'un groupe et d'une fraternité des Petits Frères des Pauvres. C'est valoriser la richesse auprès d'une personne qui risque d'oublier la visite, à quoi bon y aller puisqu'elle va oublier, et être apaisé aussi face à des attitudes qui sont parfois déconcertantes ou encourageantes, mais qui surprennent toujours. C'est créer les conditions d'un accompagnement en commun, complémentaire, entre professionnels et bénévoles, sans exclure la famille. Mais nous voyons bien que de telles ambitions nécessitent, et oui, nous le répétons, des moyens humains et financiers, car c'est à ce prix que les personnes accompagnées pourront être reconnues comme partie prenante de la vie de la cité, comme des citoyennes, comme l'a montré Magda ce matin.